Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, nous avons Nicolas, ici présent, qui nous ouvre son univers, qui est journaliste à Radio France. Bonjour Nicolas, comment Bonjour vas-tu? Lilian, enchanté et De ça va même. très bien, content d'être ici. Tu as passé ton enfance à Saint-Avertin. Comment as-tu été conduit vers le journalisme radio et plus particulièrement à Radio France? Alors, effectivement, j'ai grandi à Saint-Avertin, je suis arrivé en 2008, donc j'avais 8 ans. Et donc, mes parents y habitent encore. Moi, j'ai quitté Saint-Avertin après le lycée pour faire mes études en journalisme donc. Et donc, je me suis orienté dans cette voie-là. Alors, à la base, j'étais fan de radio. Et je pense qu'on partage ça. C'est aussi Oui, pour tout ça à que fait. Stéphane Titeka a pensé à ça, parce que lui me connaît depuis l'enfance, c'était mon prof de théâtre. Et donc dès l'enfance, moi j'étais passionné par la radio, parce que j'écoutais la radio. Déjà le service public et des reportages qui me faisaient vraiment découvrir beaucoup de choses, mais aussi des radios musicales, les libres antennes, la nuit en cachette sous ma couette, qui m'ont donné ce goût de la radio. Donc à la base passionné de radio, à côté de ça, une vraie passion aussi pour l'actualité, pour l'information, ce qui se passe, une curiosité permanente. J'ai toujours été abonné à des journaux, même quand j'étais petit, etc. Et donc en fait, quand j'ai compris que ça réunit, ça devient un métier, celui de journaliste radio, et que je me suis renseigné autour de moi. Alors j'ai pas dans mon entourage, on dit des fois que ce métier-là de journaliste, c'est du réseau, etc. Moi je partais de rien du tout. Mais je me suis dit que c'était ce qui me faisait vibrer, c'était la radio, c'était le journalisme, et c'était ça que je voulais faire. Bon, bah, déjà enchanté, Lilian. Moi, je partage la même passion, donc ça c'est vraiment cool. Parmi les nombreux reportages que tu as réalisés, y en a-t-il qui t'ont particulièrement marqué? Beaucoup. Mais on peut expliquer peut-être que entre cette passion de la radio et le fait d'être devenu journaliste à Radio France, il y a du chemin Bah oui, oui. qui est assez long, qui a commencé par des études. Pour être journaliste en France, il faut faire une école reconnue par la profession. On y viendra peut-être plus tard si tu veux, mais donc moi j'ai fait d'abord une licence à Lille en sciences politiques et en préparant les écoles de journalisme qui sont pour la plupart en master, donc après la licence. Mhm. Et ensuite, j'ai fait mon master donc, à l'école de journalisme de Lille pendant 2 ans. Et à la fin de mon master, j'ai passé un concours parce que dans les médias, c'est parfois difficile de rentrer dans certains médias. Ou en tout cas, le parcours d'intégration à Radio France peut passer par un concours, une bourse à la fin du master, un concours entre toutes les écoles de journalisme qui permet de rentrer à Radio France. Donc j'ai gagné, j'ai été deuxième à ce concours, ce qui m'a permis de rentrer à Radio France sous la forme d'une sorte de compagnonnage. À Radio France, avant d'être CDI, d'être titulaire, on fait partie d'un groupe de remplaçants, une centaine de journalistes qui vont remplacer les gens en Radio France dès qu'il y a besoin, en fonction des arrêts maladie, des vacances, des Ouais, titulaires, ce genre de choses. Donc on a des contrats tout le temps, partout, à France Inter, France Info, France Culture, donc les rédactions nationales, incroyable. et dans les ici, ex-France Bleu, ici Touraine, ici dans les 44 villes en France. Et donc on tourne comme ça pour faire du reportage, pour faire de la présentation, pour faire du web aussi des fois, pour faire de l'agence, pour faire beaucoup de choses. Et donc voilà, on est multitâche, multiterrain, et on remplace les journalistes titulaires. Pour accéder à ça, si on ne sort pas d'école de journalisme, il y a aussi ce qui s'appelle la pige, en- pour accéder encore une fois à un concours qui permet de rentrer sur ce planning, le groupe des remplaçants, avant d'être titulaire. Bref, donc tout ça, c'est le parcours dans lequel je suis, donc à Radio France, et ce qui me permet de faire plein de reportages C'est incroyable. partout, etc. Voilà. Et donc, ça fait longtemps que je parle, mais pour répondre à ta question, il y a énormément de reportages marquants. Si je devais en donner un seul, euh, c'est dur. J'ai croisé beaucoup de gens, beaucoup de monde. Ouais, je me doute, ouais. Si, il y a peut-être la baignade dans la Seine d'Anne Hidalgo, parce que c'était avant les Jeux Olympiques. Je travaillais pour France Bleu Paris à l'époque, devenu ici Paris-Île-de-France. Et donc je couvre la baignade dans la Seine d'Anne Hidalgo à 3 semaines, 2 semaines des JO à Paris. Et moi j'avais coché ça vraiment dans mon agenda, je trouvais ça incroyable, de se baigner dans la Seine, que Anne Hidalgo se baigne dans la Seine.
Et donc, j'ai l'occasion de faire le reportage parce que du coup, il faut faire un remplacement au bon moment, au bon endroit. Il se trouve que je suis à France Bleu Paris à ce moment-là, que je peux faire le reportage. Et le matin, en m'habillant, je mets mon maillot de bain sous mon jean en me disant, on ne sait pas, on sait pas, je prends une serviette dans mon sac et je me dis, on ne sait jamais, Au cas peut-être où, que je pourrais me baigner. Et sur place, une fois qu'Anne Hidalgo se baigne, donc je fais des directs dans les journaux, etc. Et j'ai convaincu le service de presse d'Anne Hidalgo que moi, en tant que journaliste et mon collègue de France Info aussi, on puisse se baigner aussi. Et donc, j'enlève mon pantalon, je me retrouve en slip de bain sur le bord de la Seine avec mon micro, une collègue qui a pu enregistrer. Et donc, j'ai fait un reportage baignade dans la Seine. Je me suis baigné avec Anne Hidalgo dans la Seine. Et c'est incroyable d'être, il faisait beau, tu es dans la Seine à Paris, tu te dis, mais. Et c'est ton métier. Et tu le racontes. Moi, je trouve ça passionnant parce que je passais à la radio en disant, je suis en train de me baigner dans la Seine, voilà ce qui se passe, et d'informer les gens sur cet événement qui était les JO, qui était un truc très attendu. Ça m'a vraiment marqué. C'était fascinant de se baigner dans la Seine avec Anne Hidalgo. Bah ouais, c'est une expérience qu'on fait qu'une fois dans sa vie. Ouais. C'est Complètement. Et que incroyable. je souhaite à beaucoup de gens parce que la Seine finira par être baignable pour tout le monde. Et c'était ça qui était sympa aussi, c'était de dire aux gens, on est les premiers à se baigner dans la Seine et peut-être qu'un jour vous aussi vous pourrez vous baigner dans la Seine. Et c'est génial, c'est quand même très sympa de se baigner. Bah oui, parce qu'en plus, c'est pas un fleuve comme un autre, c'est vraiment la Seine, quoi. C'est C'est la Seine. Et puis oui, emblématique. c'est ça, tu es au milieu de Paris, tu vois Notre-Dame parce que c'est juste à côté. C'est insensé, je trouve. Ouais. Avec Anne Hidalgo, dans un contexte de reportage, il y a des centaines de personnes. Et t'es en slip de bain en plus. Hein. C'est pas non plus l'attirail le plus pro. Bah, ça, qu'on c'est sûr, oui. imagine. Donc, non, c'est incroyable comme expérience. Et il y a des trucs beaucoup plus sérieux aussi, des situations importantes, de gens qui m'ont marqué. D'agriculteurs, pas mal. Je trouve qu'en étant journaliste, on sent parfois beaucoup les choses de près. Par exemple, au moment des Gilets jaunes, j'étais pas encore journaliste à Radio France, mais beaucoup de collègues m'ont dit qu'ils avaient senti monter la tension des Gilets jaunes bien avant que ça pète par les réseaux ici, ex-France Bleu, avec la détresse des gens qui voyaient en reportage. C'est un bon moyen de sentir des choses, des réalités qui peuvent être très éloignées des nôtres. Ouais, on retrouve ce côté humain quand on. Ouais, il y a une vraie rencontre Ouais, bah ouais. avec des gens. Et on passe une demi-heure avec des gens, même plus, 2 heures, une journée entière. Après, il reste un petit reportage. Mais c'est un vrai partage, c'est une vraie rencontre. Je me souviens d'un mec qui s'appelait Thomas, un agriculteur vers Nancy, qui a été abandonné par Lactalis. Lui, il a des vaches et il vendait son lait à Lactalis. Et Lactalis a décidé de ne plus collecter le lait à beaucoup d'agriculteurs. Ben lui, voilà, il s'est retrouvé sans rien et c'est poignant. Il dit qu'il a l'impression qu'on lui met la corde au cou. Et, Ouais. et c'est C'est ouais, c'est marquant. un vrai partage. Je trouve que c'est passionnant Ouais. de rencontrer ces gens-là. Alors, ouais, Alors, il faut que je fasse gaffe à ne pas faire que des réponses de 10 minutes. Mais Non, je vais mais c'est essayer pas de grave, de me restreindre. plus il y en a, mieux c'est. Le paysage médiatique évolue constamment avec l'essor du numérique. Comment perçois-tu ces changements dans le journalisme radio? Oui, et il y aura l'intelligence artificielle qui va être, Aussi, je ouais. pense, le prochain bouleversement. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait plus du journalisme comme avant, mais en fait, le journalisme évolue. On ne fait jamais du journalisme comme avant, de tout temps. Euh, Il y a des choses qui restent. Je pense que le principe du journalisme qui est vérifier l'information et transmettre une information fiable, que ça passe par le numérique, par la radio, par le papier, par la télé, et plus tard même avec l'IA, parce que c'est cet enjeu-là aussi avec l'IA, c'est comment est-ce qu'on vérifie l'information, comment on s'assure de sa fiabilité. C'est ce qui restera quoi qu'il arrive dans toute forme de journalisme. Après, c'est important d'aller chercher les gens là où ils sont. Le média radio perd des auditeurs. En général, le service public, et j'en suis ravi, gagne des auditeurs, et je pense que c'est bon signe. Mais le média radio perd des auditeurs, les jeunes écoutent moins la radio, et en fait, si les auditeurs de la radio meurent, eh ben, il n'y en aura plus. Factuellement, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Par exemple, le problème de l'audience de ici, ex-France Bleu, avec des pertes d'audience, c'est ça. Hein. C'est des gens qui écoutaient la radio et qui meurent, et il n'y a pas de jeunes qui écoutent. Donc, ça pose problème. Donc, aller chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire sur le web, sur les réseaux sociaux, je trouve ça normal. Après, je suis en même temps,
forcément, moi je suis convaincu que la radio ça reste essentiel. Et je pense que les gens continueront dans leur voiture, dans leur douche le matin, à allumer le média radio qui a cette particularité d'accompagner. On peut écouter la radio en conduisant. On n'a pas le droit de regarder la télé en conduisant parce qu'on est censé pas pouvoir le faire. On ne peut pas lire un journal en conduisant, on ne peut pas lire un journal sous la douche. Alors que la radio, voilà, ça accompagne des moments, ça accompagne des... Et ça, je pense que ça reste, ça peut évoluer dans sa forme, mais le principe d'écouter de l'information, je pense qu'il restera. Et parce qu'on disait déjà que la radio allait disparaître quand la télé est arrivée, par exemple. Ouais, bah oui. Et en fait pas, parce que ça vient pas remplacer. Par contre, autant qu'on peut aller chercher des gens et les informer avec de l'information fiable et vérifiée, tant mieux. Quel que soit le médium, quelle que soit la façon d'aller les chercher. As-tu déjà vécu un moment de solitude ou une situation cocasse en direct à la radio? Oui, c'est sûr. Maintenant, il faut que je retrouve. Il peut y avoir des problèmes techniques. Oui, Par oui. exemple, alors, quand on fait les flashs de nuit, à France Info, France Inter, entre 1h et 5h30 du matin, il y a le poste flash de nuit, toutes les demi-heures, 1h, 1h30, 2h, jusqu'à 5h30. On fait un flash de 3 minutes et là, tu es tout seul dans une petite cabine, devant ton micro. Tu écris donc tes flashs et tu es tout seul, tu appuies sur le bouton on, tu prends l'antenne, tu appuies sur le bouton off pour rendre l'antenne. Et donc, tu entends dans ton casque la musique sur France Inter, tu coupes, et là c'est le silence et c'est à toi. Et tu es tout seul dans une case, et puis donc il est 3h du matin, tu sais plus où tu habites, tu es fatigué, c'est un rythme complètement décalé, et ça m'est arrivé que l'ordinateur s'éteigne. Et là, compliqué, parce que le flash, c'est ça aussi la radio, c'est extrêmement écrit. L'écriture radio permet que ça semble être fluide et naturel. C'est beaucoup d'écriture à la radio. Un journal radio, c'est vraiment écrit. C'est ça qu'on apprend d'ailleurs en école de journalisme, à écrire. Et ben ça s'éteint. Et ça ne s'invente pas la suite. Donc heureusement, on imprime aussi en papier. Mais là, tu es tout seul dans un silence à avoir envie de dire pardon les amis. Et donc ça prend 3 secondes de prendre dans mes fiches pour retrouver la brève à laquelle j'étais. Et c'est des moments de grosse solitude. Parce qu'en plus, les silences à la radio paraissent toujours plus longs pour ceux qui le vivent que pour ceux qui l'entendent. Un long silence en radio va paraître une éternité pour la personne qui le vit, alors que derrière les auditeurs, les routiers qui écoutent à 4h du matin ou ceux qui se lèvent, ça passe peut-être mieux. Mais il y a des moments de solitude comme ça. Ouais, je connais ça parce que moi, je me rappelle, c'était l'émission du lancement. Il y a un moment où j'ai bugué, j'ai eu un blanc et je me suis dit, oh là, c'est mort, j'ai bugué pendant au moins 5 minutes là. Et quand j'ai réécouté, en fait, non, ça a duré 10 secondes. Oui, c'est ça passe très vite. Et en plus, mais c'est ça la magie aussi en radio, parce que en radio journalisme et même en radio d'accompagnement, il y a le côté direct, le direct, être dans l'instant. Moi, c'est ce qui me fascine, quand la lumière rouge s'allume dans un studio et qu'on est en direct, et que tout ce qui se passe est directement dans les oreilles des gens, c'est incroyable. Et donc pour le meilleur, parce que ça fait des moments de radio incroyables, et pour le pire aussi, parce que c'est vrai que c'est des moments où on est très seul. Si tu devais choisir un sujet totalement... Pardon, il y a un truc qui me revient. Il y a un incroyable, ça me revient, c'est un reportage, parce que donc ça c'est dans la partie présentation. Ouais. Reportage pour France Bleu Nord, ici Nord, quand finale de la Coupe du Monde 2022, France-Argentine, je fais un reportage à Lille où je suis la finale et le but c'est pour le lendemain matin, la matinale, raconter la soirée. Et on ne sait pas si on va gagner le match et le match va jusqu'au penalty. Et moi, pendant le match, je ne sais pas encore si je vais raconter la soirée du sacre. Et donc, je prends les ouais pour la victoire, pour chaque but, etc. J'enregistre beaucoup de choses. Et la batterie de mon enregistreur se vide au fur et à mesure de 90 minutes, plus des prolongations, plus des tirs au but. Le dernier tir au but est tiré. La France perd la Coupe du Monde en finale. La salle, il y avait 200 personnes dans un énorme bar à Lille, éteint, et mon enregistreur aussi. Plus de batterie. Terminé. L'enfer. Et
la panique, parce qu'en plus tout le monde s'en va. Personne n'a envie de continuer à passer la soirée dans un bar après une défaite en Coupe du Monde. Tout le monde se barre. Ah bah Et je ouais. me dis, mais ça y est, bah alors là, c'est fini. Il est 23h30, je suis au bout du rouleau. Et donc, je prends ma carte SD, la carte enregistreur, de mon enregistreur. Je vais voir le collègue de RTL, avec qui j'avais sympathisé pendant la mi-temps, etc. Et je lui dis, sauve-moi la vie. Je mets ma carte enregistreur dans ton enregistreur. Tu me laisses ton enregistreur 5 minutes. Je fais 2 interviews. Je sécurise ma soirée et je te le rends. Je t'en supplie. Et j'ai dû être assez convaincant par la détresse dans mes yeux. Il me dit, bon, bah ok, mais lui aussi, il devait faire son travail. Ah Donc bah il me ouais. laisse son enregistreur. Je vais faire des interviews. Le pire, c'est que là, les gens ne veulent plus me parler. Ils me disent, non, là, c'est trop la tristesse, on a perdu la Coupe du Monde. Non, 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 là, vous me parlez maintenant parce que là, vous n'avez pas les problèmes que j'ai. Et donc, j'ai fini par pouvoir les convaincre de faire. J'ai sécurisé 2 interviews. J'ai rendu l'enregistreur à RTL. J'ai dû ensuite retourner à la rédaction chercher un autre enregistreur. Il neigeait, ça avait été décalé en décembre, je m'en souviens. Enfin, on était vraiment en début d'hiver, il y avait du verglas, je courais comme je pouvais, l'enfer. Et finalement, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en radio, j'ai l'impression que le hasard fait toujours bien les choses. Parce que je suis rentré ensuite sur la grande place de Lille en retard. En fait, j'avais perdu une demi-heure des premiers moments de déception, de rassemblement et tout. Et en fait, j'ai croisé une Argentine qui était là en France ce soir-là et qui m'a fait une super interview. C'était passionnant parce qu'elle, elle était contente mais déçue. Enfin, ça faisait un reportage qui fonctionnait super bien. Si j'avais pas eu ce problème d'enregistreur, si j'avais pas dû faire un aller-retour à la rédaction, j'aurais pas croisé cette dame. J'aurais croisé une autre dame et je me serais dit que c'était très bien comme ça. Mais je trouve ça fascinant comme à la fin, on finit toujours par faire de la radio, que ce soit quand il y a des problèmes techniques en studio ou en reportage. C'est voilà, the show must go on, on trouve des solutions. C'est tout le temps des défis et ça, c'est ce qui me passionne aussi. Si tu devais choisir un sujet totalement inattendu que tu aimerais couvrir à la radio, que serait-il? Alors, j'ai plein d'idées dans mon téléphone. J'ai une note au quotidien parce qu'en fait, les idées de reportage, elles viennent tout le temps. Quand on parle avec des gens, avec des copains, quand on a des idées, quand on croise un truc dans la rue. Et j'ai une note qui s'appelle idées sujets avec Ah ouais, une liste de, je sais pas, il y a il y en une a pas petite mal, ouais. quinzaine de choses que je note. Il y a des trucs vraiment d'actu, il y a des trucs plus froids. Il y a des choses que je me note. Voilà, par exemple, j'avais fait un reportage sur la fin de l'émission Touche pas à mon poste. Je me suis mis que j'avais pris les numéros de certains fans de l'émission, s'il faut les recontacter, ce genre de choses. Euh, et je m'étais noté l'énigme de la chouette d'or. Il y a un monsieur qui a fait une énigme, l'énigme de la chouette d'or, avec des énigmes, un carnet d'énigmes et une chouette en or qui vaut plusieurs milliers d'euros, cachée quelque part en France. Et depuis 30 ans, ça a été des histoires rocambolesques parce que la communauté de la chouette d'or a cherché la chouette d'or sans jamais la trouver. C'est censé être des trucs qui durent un an. Même pour les gens qui créent les énigmes, c'est bien de pouvoir faire des énigmes souvent. Les gens achètent des livres et tout, et ça existe encore. Et j'ai découvert ça pendant le confinement parce qu'avec des amis, on s'est mis à faire quelques énigmes et on a découvert cette histoire de la chouette d'or. Et il y a des centaines de gens, de groupes qui se sont rassemblés pour trouver la chouette d'or. Mais va regarder des trucs là-dessus, c'est incroyable. Il y a des reportages, et jamais la chouette d'or n'avait été trouvée. Entre-temps, le gars qui a créé l'énigme est mort. Il a dû dire à quelqu'un de confiance où était la chouette, mais maintenant il y a les chouetteurs d'avant qui disent que en fait c'est plus la même chouette, qu'il y a peut-être eu des bidouillages, etc. Et il y a quelques semaines, la chouette d'or a été trouvée. Et on a appris, la chouette d'or a été trouvée après 30 ans de recherche. Et on ne sait pas qui l'a trouvée, on ne sait pas où elle a été trouvée, et on ne sait pas quelle est la solution des énigmes. Et je crois que fin avril, euh, la- les énigmes vont être révélées, les solutions des énigmes vont être révélées, et pas l'identité de ceux qui ont gagné pour leur sécurité, parce qu'il y a tellement de gens qui ont cherché Ah bah ça, que ouais. si c'est quelqu'un qui s'est mis 2 semaines avant, ce que je pense pas, mais ça ferait beaucoup de jaloux. Et moi, je fais un reportage là-dessus, c'est-à-dire essayer de gagner la confiance des gens qu'il faut, parce que ça a l'air d'être très fermé, mais pour accéder peut-être même à la personne qui a réussi à trouver la chouette d'or pour faire une interview exclusive, comment ça s'est passé, comment ils ont trouvé, qui sont ces gens, est-ce que c'est un groupe de gens qui ont cherché ça pendant 30 ans, est-ce que c'est des parents qui ont fait ça avec leurs enfants, est-ce que c'est un éminent scientifique qui a trouvé le... Ça me fascinerait de pouvoir les interviewer et puis suivre au moment des résultats euh,
ceux qui cherchent depuis 30 ans. Moi, être avec ceux qui, après 30 ans de questions, de recherche, les gens, ils allaient fouiller dans la forêt. Hein. Ils prenaient un dimanche après-midi des pelles, ils allaient chercher des chouettes d'or dans la forêt et ils vont comprendre ce qu'ils n'avaient pas vu, pas compris. Et voilà, je trouve que c'est un sujet décalé parce qu'on n'entend pas tous les jours parler de cette chouette d'or, oui. mais qui est fascinant. Et puis je trouve que pareil, ça raconte un truc de l'humain qui aime chercher, ça raconte un truc de la curiosité humaine, de la persévérance humaine. C'est bizarre les gens qui ont des... Enfin c'est bizarre, fascinant les gens qui ont des passions, qui font que un truc pendant 30 ans, qui ont cherché la chouette d'or pendant 30 ans. Moi je trouve ça génial à explorer. Quelle est la différence fondamentale entre le journalisme pour la radio et celle pour la presse papier ou la télévision? Avant un reportage, on donne les éléments de contexte du reportage et c'est peu ou prou la même chose qu'un chapeau en presse écrite et un lancement télé. Quand le présentateur du JT lance un reportage, tout ça est à peu près la même chose. Et l'intérieur d'un reportage est aussi à peu près la même chose. Donc en fait, c'est pas si éloigné que ça. Je pense que les différences, c'est sur le terrain, parce que c'est pas contraignant pareil d'interviewer des gens avec un calepin, avec un micro ou avec une caméra. Et dans le rapport qu'on a avec les gens qui consomment l'information, je pense que c'est là la différence fondamentale. C'est que sur le web, c'est beaucoup les gens qui vont aller chercher l'information, alors qu'à la radio ou à la télé, on va leur donner sans qu'il l'ait forcément voilà, demandé. Voilà, je pense que c'est ça, c'est dans la consommation. On peut écouter la radio dans la douche et pas regarder la télé en conduisant. Voilà, c'est ce genre de différence. Quelles qualités sont selon toi indispensables pour faire du journalisme radio? Encore une fois, les qualités essentielles des journalistes en général, c'est-à-dire la rigueur, la vérification des faits, l'honnêteté, sans forcément parler de neutralité ou d'impartialité, ce qui est un débat complexe parce que est-ce qu'on peut être neutre? C'est pas si sûr. Et donc, l'enjeu, c'est pas de faire un journalisme neutre, c'est de faire un journaliste fiable, honnête, qui retranscrit sincèrement une réalité et qui hiérarchise l'information de manière honnête. Elle est là aussi la guerre de l'information. En journalisme, il y a le principe de gatekeeper. Le journaliste est celui qui tient la porte, qui ouvre la porte sur des sujets et la culture d'actu, les connaissances des journalistes et leur perception du terrain permet normalement dans une démocratie qui fonctionne bien que ce soit eux qui ouvrent la porte auprès des gens sur les sujets importants et qu'on leur fasse confiance sur le fait qu'on leur montre tout ce qu'il faut leur montrer honnêtement et de manière fiable. Et c'est peut-être là où il y a des fois des problèmes en ce moment sur quand on voit la post-vérité, les fake news, tout devient vérité ou fausseté, on ne sait plus. Et puis comment on hiérarchise l'information, comment est-ce que des chaînes d'opinion peuvent aller que sur un seul sujet ou sur des sujets très restreints et politisés dans un certain sens au lieu d'ouvrir de manière neutre. Donc je pense que cette honnêteté est particulièrement importante. Aussi pour maintenir la confiance. Et c'est le cas, et c'est pour ça que je défends vraiment le service public. Le service public radiophonique, le service public audiovisuel en général, à la télé, partout, c'est ça. On n'est soumis à aucun enjeu économique, à part le fait que le gouvernement actuel et beaucoup de bords politiques veulent nous fragiliser économiquement parce qu'ils veulent faire des économies. Mais sinon, on n'est pas soumis à de la pression économique. Et on ne devrait pas l'être. On devrait être financé justement pour qu'on puisse, sans enjeu qu'une marque puisse ensuite enlever la publicité dans notre média, etc., faire de l'information. Donc, dans un média public, on est indépendant financièrement, dépendant de pression politique, parce qu'on n'a jamais d'appel, par exemple, de qui que ce soit à l'Élysée, au gouvernement, pour nous donner des directions, etc. Et c'est important de le dire. On décide au sein d'une conférence de rédaction des sujets, on se fie au terrain beaucoup.
Et on a des missions de service public qui sont l'information, l'accès à la culture, au divertissement, à l'éducation, et on s'y fie. Et donc voilà, tout ça dans le service public, c'est ce qui fait la particularité du service public. Et donc je pense que je réponds à ta question en disant que les qualités de la radio, elles sont très très variables. Moi je me fie vraiment et je défends celles de l'audiovisuel public pour toutes les raisons que je viens de dire. Oui, c'est important d'être vraiment honnête parce qu'après on peut manipuler l'information comme on veut, c'est ça aussi le souci. Oui, en fait, sciemment ou inconsciemment, parce qu'en fait, mine de rien, un média privé, une chaîne de télé privée, quand elle fait un JT, si elle perd des audiences, si son JT ne marche pas, et ben, les publicités qui sont vendues avant et après le JT valent moins cher. Ouais. Et le but de médias, comme le but de toute entreprise, c'est d'être rentable, sinon on ne peut pas faire de l'information. Mais donc, si on fait un reportage qui ne plaît pas aux gens, qui n'intéresse pas les gens, ou et que les gens coupent leur télé à ce moment-là, les pubs seront au courant ensuite, mettront moins d'argent, et donc la télé va forcément s'orienter, consciemment ou inconsciemment, vers des choses qui vont être consommées par les gens, par les téléspectateurs. Nous, dans le service public, je chéris le fait qu'on n'ait pas ça. Nous, si on veut envoyer un reportage qui intéresse à la base moins les gens et qui coupent leur télé à ce moment-là, c'est pas grave, parce que ceux qu'on aura informés à ce moment-là avec ce reportage qui intéresse moins les gens, et ben tant mieux pour eux, parce que ce reportage, si on l'a fait, c'est qu'il était important, et qu'en fait, la vérité, c'est que en donnant aux gens une information fiable de qualité, ils consommeront cette information fiable de qualité. Les gens, ils veulent ça justement, être informés avec des choses auxquelles ils n'ont pas forcément pensé. Mais du coup, il y a cet enjeu de confiance. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas confiance aux gens qui t'informent, ça va être compliqué de consommer l'information. Moi, je le vois, j'ai plein de gens qui me disent on fait un métier qui est détesté par la majorité des Français. Vraiment. Mais avec ce problème-là, et je pense qu'il se règle en disant vraiment clairement quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on défend et comment on travaille. Et d'ailleurs, les portes sont très ouvertes. Quiconque s'intéresse à la façon dont on travaille est le bienvenu pour découvrir ça. Et ça passe aussi par ce genre d'interview, donc merci beaucoup. Est-ce que quand on est journaliste radio, on travaille sa voix? On travaille surtout l'écriture en fait. La voix, pas tant. Je pense que c'est même important qu'il y ait toutes les voix à la radio. Qu'on entende des voix d'hommes, des voix de femmes, des accents, des enfants. Moi j'aime bien mettre des enfants dans mes reportages, je trouve que c'est des voix qu'on n'entend pas forcément à la radio, des jeunes, des vieux, bref. Donc en fait toutes les voix sont bonnes à entendre. En école de journalisme, donc en master, on travaille, puis même au quotidien, parce qu'en fait on apprend tout le temps, on évolue tout le temps, on progresse tout le temps. On travaille son écriture pour que quand on lit quelque chose, quand on parle à la radio en lisant, ce soit naturel. C'est la différence entre... en fait, d'ailleurs, on nous apprend très mal à lire. Nanana, 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 nanana. Quand quelqu'un lit un texte, on ferme en fin de phrase, la voix baisse, alors qu'en fait, on parle jamais comme ça dans la vraie vie. On ne parle jamais comme ça dans la vraie vie. Je ne dis jamais cette phrase-là. On parle comme ça, et ça monte. On dit des... Voilà, donc ça, écrire de cette manière neutre, en ayant préparé quelque chose et en le lisant ensuite, ça se travaille quand même beaucoup. Ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude à la base d'écrire comme on parle et de parler comme on parle. Le truc qui est le plus dit en école de journalisme en radio, c'est « parle comme tu parles ». Voilà. Ou « écris comme tu parles ». Et c'est pas si simple. Bah, j'en prends bonne note du coup. Mais je trouve que par exemple, là, t'as un naturel qui fonctionne bien. Quand on se parle, tes intonations de voix sont pas différentes que si on se parlait caméra et micro éteint. Ouais, et c'est ça l'important. J'y prête pas forcément attention. Ouais. Je m'améliore. J'essaie de pas atteindre la perfection, mais d'atteindre au moins le plus.
être le plus professionnel possible. Non, mais puis en plus, ça se travaille tout le temps. Et j'ai Ouais, écouté ouais. d'ailleurs l'émission de début, Ah ouais? l'émission inaugurale, et c'est aussi ça qu'on entend. C'est quelqu'un qui parle aux gens comme on parle. Et c'est Ah ouais, ça ouais. qui est bien. Quel est pour toi le rôle du journaliste radio aujourd'hui, à l'heure des podcasts et des infos en continu? Tout ça est pas. Enfin, ça peut facilement se mélanger. Moi, par exemple, je consomme des podcasts, je consomme la radio en podcast, et franchement, je trouve ça pratique. Justement, quand j'ai les horaires que j'ai, qui peuvent être parfois en matinale, en flash de nuit, etc. Moi, le journal de 8 heures d'Inter que j'écoute quotidiennement, mais comme d'autres journaux, d'autres radios, euh, si je peux l'écouter à 8h30, à 9h, voire à 10h ou 11h, ça m'arrange. Donc en fait, les podcasts, Ouais. c'est très bien. Ça permet à tout le monde d'organiser sa journée comme ils veulent. Même si c'est quand même sympa d'allumer la radio, de prendre ce qu'elle a. Je trouve ça, enfin, j'espère ne pas être le seul en voiture à aimer rentrer dans la voiture, que la radio s'allume automatiquement et qu'on prenne en route et que ça nous capte. Je trouve ça fascinant. Mais les podcasts, c'est bien utile. Les podcasts natifs, donc qui ne sont pas diffusés en radio avant, sont aussi hyper intéressants, apportent plein de choses. C'est je pense que c'est cousin de la radio. Oui, oui, c'est une Ça autre façon ressemble, de... mais c'est proche. Après, l'info en continu, etc. Mais je pense que c'est un peu ce que j'ai dit avant sur l'enjeu de l'information. Je pense qu'il y a, j'allais dire une guerre. On va calmer un peu les choses, mais il y a quelque chose à défendre quand même, qui est ce journalisme des faits, ce journalisme vérifié, factuel, euh, pluriel, avec un pluralisme, indépendant, et que en radio et comme ailleurs, c'est ça l'enjeu, je pense, des prochaines décennies. C'est de dire aux gens qui s'en sont détournés, revenez, et de s'adapter à eux pour que quand ils reviennent, ça leur parle, on s'adapte à eux, qu'on fasse un truc qui est là pour eux. Parce que si on fait de la radio sans les gens, on sera très content de notre côté, mais ça sert à rien, quoi. Mais comme toi, hein, c'est-à-dire que si tu parles que pour toi, c'est pas utile. Oui, c'est connu malheureusement, oui. Mais non, mais le but, c'est justement d'aller toucher de plus en plus de gens. Oui, Et oui. d'ailleurs, moi aussi, j'ai connu ça. Je ne l'ai pas raconté, mais je pense que ça me parle aussi ce que tu fais, parce que j'ai des photos. Je montais un studio de radio dans ma chambre avant, parce que ça me fascinait de faire de la radio pour faire de la radio, Ah quoi. bah oui. Quand j'étais petit, quand j'avais, je sais pas, ouais, quand j'étais ado, de mes 8 à 16 ans. Toujours est-il que là maintenant, quand je fais du journalisme, le but c'est de parler aux gens, et que il y en a qui se sont détournés. C'est important d'aller les chercher. Et c'est important de lutter aussi contre ceux vers qui ils se sont tournés. De lutter contre les réseaux sociaux comme Twitter, où la désinformation devient le gagne-pain. Parce qu'encore une fois, c'est économique, hein, tout Ah ça. bah oui, c'est purement... Mais aussi les autres réseaux sociaux qui enlèvent la vérification de l'information. Bref, lutter contre ceux qui produisent de l'information néfaste, et chérir à les réconcilier, à les chercher, redonner confiance, rassurer, aller écouter aussi, donner la parole, retourner chercher ceux qui se seraient détournés du bon journalisme. Je me mouille. Comment? Je me mouille, je dis guerre, je dis bon, mais non, franchement, j'y crois, et en plus je le défends au sein d'un groupe d'audiovisuel public dans lequel je vois la fiabilité je le dirais pas si je n'étais pas convaincu et si je me rendais pas compte que c'était une réalité, encore une fois, que tout le monde peut venir découvrir. Si tu devais former un jeune journaliste radio, quel serait ton premier conseil? Franchement, de s'amuser, Ah bah oui, comme tu le fais. c'est important. De prendre plaisir, parce que ça fait partie des métiers passion. On est, je pense, dans une époque, une génération qui remet un peu en cause, en question, le principe de métier passion pour garder du temps dans sa vie personnelle, etc. Et c'est tout à fait légitime. Mais comme
je sais pas, comme faire du théâtre, comme être... Je trouve que ça fait partie des métiers qui sont qui sont des passions avant tout. Et donc, c'est important de prendre du plaisir parce que c'est parfois très contraignant. Tu vois, quand je me déplace en France, dans des villes, une semaine ci, une semaine là, avec des horaires comme ci, comme ça, que la journée commence à une certaine heure et qu'on ne sait pas quand elle finit, etc. C'est contraignant pour la vie personnelle, pour plein de choses. Si on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, ça sert à rien. Mais un peu partout d'ailleurs. Ouais. Même s'il y a des gens qui ont vraiment du mérite. Mais donc le plaisir et le travail dans le sens de donc d'ailleurs je prépare souvent des étudiants, enfin des aspirants étudiants en journalisme pour passer les concours parce que pour rentrer en école de journalisme il y a des concours qui sont un petit peu un petit peu difficiles, peut-être trop sélectifs. Je pense que c'est aussi important d'ailleurs de dire à ce moment-là que tout le monde peut faire du journalisme, que tout le monde peut faire de la radio et que c'est important d'ouvrir les portes. On crève de l'entre-soi dans ce milieu et il est encore pas assez pluriel, pas assez mixte, mais mixte de genre, mais de milieux sociaux, faut vraiment ouvrir les portes. Donc déjà, aller chercher tout le monde, dire à tout le monde que faut rien s'interdire. Ensuite, leur permettre sur le trajet qu'il n'y ait pas des barrières tout le temps. Parce que si on dit à des gamins, vous interdisez rien, qu'en fait, on leur interdit de fait des choses parce que sur le trajet, c'est injouable, ça sert à rien. Et ensuite, quand on prépare les écoles, ça demande beaucoup de travail. Je pense que c'est aussi important d'avoir une idée, de faire des stages en gros, d'aller voir, d'avoir une idée précise de ce que c'est que de faire du journalisme ou de faire de la radio. Et encore une fois, on est, je pense, assez accueillant. D'ailleurs, pour rentrer à Radio France, pour mon tout premier stage, j'étais en terminale, j'ai aucun contact en radio, en journalisme, j'ai rien, mais je veux faire ce métier-là. C'est au moment où, avant, ça s'appelait APB, Parcoursup, le choix d'orientation post-bac. Et je me dis, mais moi, je veux faire du journalisme. Je veux rentrer à Radio France. Et donc, j'envoie des mails, avec des lettres de motivation pour un stage comme ça, qui était hors cadre scolaire, qui aurait été conventionné avec le lycée, mais voilà, de mon propre chef, aucune réponse. Et un mercredi après-midi, c'est la première fois que j'ai pris le train tout seul, j'ai pris mon sac à dos, je suis sorti du lycée, je suis allé prendre le train pour Paris. Première fois que je prends le train tout seul, je prends le métro tout seul, je découvre, et je vais à la maison de la radio, à l'accueil, avec mes lettres de motivation dans le sac. Et je les dépose à l'accueil sur le comptoir. Là, je dis à la dame qui m'accueille très gentiment, bonjour, je voudrais rencontrer Patrick Cohen ou la rédaction de France Inter ou quelqu'un à France Inter ou quelqu'un à Radio France pour remettre mes lettres de motivation en main propre. Merci monsieur. Non. Rapport en fait que non en fait c'est pas comme ça que ça marche. Et je lui ai dit mais alors je comprends. Mais maintenant je suis là et je suis venu et je vous assure que je lâcherai pas. Elle me dit bah oui mais moi je vous ferai pas monter dans l'ascenseur donc en fait elle était gentille hein, mais elle me disait juste on peut pas faire ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et je lui dis oui mais vraiment j'ai pris le train là, je suis venu, j'ai mes lettres, donnez-moi la machine à café par exemple, dites-moi où est la cafétéria, je les attends parce que là je comprends s'ils travaillent et tout parce qu'elle m'a dit oui mais ils travaillent, on peut pas les déranger. Ok mais moi même je les attends devant à la machine à café si vous voulez. Mais non ça va pas être possible monsieur. Si Et elle a fait descendre un producteur de France Inter qui s'appelle Frédéric Barrère, à qui je dois, donc je dois à cette dame de l'accueil, je dois aussi à ce monsieur ce début, parce que ce monsieur, donc elle a appelé, il devait descendre chercher un invité, je crois, et elle lui a parlé, elle lui a dit, écoutez, elle m'a dit, mettez-vous sur le côté, je vais parler à ce monsieur. Elle est allée le voir, et il m'a fait comme ça. Un grand monsieur qui me dit approche-toi. Et je viens, je lui refais mon petit speech, je fais un stage. Bon, on va s'en occuper. La dame à l'accueil, elle va vous donner les contacts vous allez nous renvoyer un mail, mais aux bonnes personnes, et on va vous faire venir. Et j'ai eu ce stage, donc c'était dans l'émission Affaires Sensibles, parce que Frédéric Barrère était producteur d'Affaires Sensibles à ce moment-là. Et donc, et ce stage-là,
a permis. Donc déjà, quand j'étais à Radio France après, moi j'allais partout, tous les étages, à la matinale. Bonjour, je peux assister à la matinale à tel endroit. Enfin, moi, tu m'ouvres les portes, je toque à toutes les autres, quoi. Et, et de ce stage-là, ensuite, j'ai eu des lettres de recommandation qui m'ont permis, qui ont peut-être facilité mon entrée en école de journalisme. J'ai eu des contacts, j'ai rencontré des gens. Mais à la base, ça vient de. J'ai pris le train tout seul le mercredi après-midi, quoi. Et, et j'ai dit ça, donc, d'une part, pour ne pas lâcher. Et d'autre part, mais c'est la même chose en reportage aussi d'ailleurs, des fois, où quand il faut se baigner avec Anne Hidalgo, d'abord on demande est-ce qu'on peut se baigner, on répond non. Bon, mais à la fin on finit quand même en maillot de bain dans la Seine, parce qu'il faut pas lâcher. Euh, mais ça permet aussi de connaître réellement une rédaction, de savoir ce que c'est que le métier de journaliste. Et je pense que ça c'est important pour se préparer à l'être, d'avoir une idée réelle de ce que c'est, par exemple, être journaliste à Radio France avant de présenter le 8h de France Inter. On tourne à France Bleu, ici, une semaine par-ci, une semaine par-là, on habite dans sa valise, voilà, et puis enfin, il y a des enjeux économiques aussi, qu'est-ce que c'est qu'être pigiste, combien est payé une pige quand on est jeune journaliste, qu'on débute, qu'il faut vendre ses reportages, comment est-ce qu'on gagne sa vie, bref, tout ça, ça s'apprend aussi sur le terrain. Et pour devenir journaliste, si on souhaite l'être, c'est important de savoir ça, je pense. D'avoir une idée claire de ce que c'est que ce métier. Mais dans tous les métiers d'ailleurs. Et puis c'est super cool d'aller découvrir des métiers. Enfin, moi, ça me passionne parce que je le fais aussi en reportage, j'ai cette curiosité. Mais je pense que c'est hyper bien d'aller voir ce qu'on veut faire, sans se restreindre. Donc ne pas lâcher et harceler la secrétaire. Non mais voilà, ne pas lâcher et dans certains contextes, se dire qu'il faut tout donner pour transformer des portes fermées en portes qui s'ouvrent. Oui. Quelle a été la plus belle rencontre grâce à ce métier? Tellement de gens. Alors, je ne vais pas prendre des gens en reportage, etc., ou même des collègues, parce qu'en fait, on rencontre tellement de gens. Il y a tellement de reportages, donc tous les jours, on rencontre des gens. Ça m'a d'ailleurs toujours fasciné, l'accueil des gens. Les gens, en général, alors après, il y a toujours des gens, certains qui insultent, il y a des confrères qui se font taper, etc. Ça va loin, des fois, dans la détestation. Mais sinon, globalement, les gens parlent, les gens ouvrent leurs portes, ils n'ont aucun intérêt quand ils ont le micro France Info, ils ne sont pas rémunérés, ça leur prend juste du temps, on leur demande des choses, mais les gens parlent, mais même là, moi je suis en train de parler, je suis en train de raconter ma vie, les gens ont cette propension à la rencontre, à parler, donc c'est génial d'être journaliste parce qu'on va rencontrer plein de gens. Les meilleures rencontres, je pense que c'est mes potes en fait. C'est les potes que je me suis fait sur tout le trajet. C'est des gens que j'aime très fort, avec qui on partage cette passion pour le journalisme, mais en fait après plein d'autres choses, plein de valeurs et puis maintenant des souvenirs. Donc les potes que je me suis fait sur ce trajet-là, des potes de fac quand on préparait les écoles de journalisme, aux potes de master en école de journalisme, jusqu'aux potes actuels, que ce soit des collègues, des gens qui sont comme moi sur le planning Radio France, donc qui tournent en remplacement, des pigistes, il y en a qui deviennent vraiment des potes et des amis. Et je pense que c'est ça qui est très riche. Je reviens sur ce que tu disais par rapport quand les gens ouvrent facilement leurs portes et parce que moi quand on a lancé ta radio, donc le but c'est forcément de promouvoir, te donner la parole aux commerçants et je me suis dit mais ça va jamais marcher. Je me suis dit les gens ils vont refuser par manque de temps ou parce qu'ils ont pas envie. Je me disais et en fait le jour où on a lancé ta radio, les gens sont venus tout seuls. J'ai même pas eu besoin d'envoyer de mail, j'ai même pas eu besoin d'aller voir les gens. Non, ils sont venus, ils ont dit ah mais c'est génial. Moi je veux que par exemple Nathalie Tussaud, c'est elle qui nous a contactés, qui nous a dit mais moi je veux faire une interview. C'est génial. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit mais Et les gens prennent de leur temps, des ouvriers, des élus. C'est fascinant. Et c'est là où tu te dis mais en fait les gens sont humains. Ouais. Parce qu'au quotidien moi je suis dans un lycée voilà, qui est pas forcément favorisé donc j'allais dire que je suis dans un univers de violence, pas tellement mais on vit dans un univers où à la télé on voit tout le temps là, avec le contexte politique on vit vraiment dans un monde violent et quand j'ai rencontré ces gens je me suis dit waouh mais en fait les gens ont un cœur. Mais oui et dans les deux sens parce que toi aussi ouais. Et c'est ça, c'est vrai mais il y a la violence du monde qui d'ailleurs
l'a toujours été, je pense. Oui. Mais même quand on voit une rame de métro, un bus ou un train, et que les gens sont juste sur leur téléphone, et il y a très peu de lien entre les gens, on pourrait penser que chacun est dans sa bulle, et en fait pas tant. En fait, si toi et moi, ça nous plaît d'aller rencontrer les gens, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls et qu'il doit y avoir plein de gens qui sont ouverts à la rencontre, et les gens sont disponibles pour parler, pour répondre. Et c'est trop bien. Et c'est vrai qu'on se dit, avec ma petite amie Eva, ma copine avec qui je suis en couple depuis 5 ans, on a une phrase qu'on se dit qui s'appelle, on dit love wins, l'amour gagne, parce que c'est un peu cette idée-là que il y a des gens sympas, qu'on peut être du bon côté de la barrière, des gens ouverts, des gens chaleureux, des gens sensibles, des gens empathiques, tout ça qu'on remet derrière cette idée d'amour, de positif, et on se dit ça, et plein de fois, et quand on doit faire société avec des gens qui sont violents, avec des gens qui sont excluants, avec des gens qui sont de l'autre côté de la barrière, et avec Eva, on se dit love wins. Et je trouve que la radio, je trouve que ces rencontres-là, c'est love wins. C'est l'amour gagne, on est du bon côté, c'est sympa. Et de toute façon, je vois que la société évolue parce que d'ailleurs, j'ai trouvé ça génial. Je suis tombé sur une pub sur les réseaux il n'y a pas longtemps. En fait, c'est une application où tu réserves une table dans un restaurant, mais tu sais pas avec qui. Juste tu réserves. Et tu arrives et là, tu as 6 personnes. Personne ne se connaît, hein. Et tu passes une super soirée avec des gens que tu connais pas. Tu discutes, apprends à les connaître. Et j'ai trouvé ça mais super. Je me souviens un peu du nom de l'application, mais elle est incroyable, quoi. Mais je pense d'ailleurs justement que on a des fois l'impression que le monde se referme, mais de tout temps, encore une fois, hein, je pense qu'on s'inquiète de la société dans laquelle on est. Et c'est sympa de voir qu'il y a des nouvelles façons de se rencontrer, de fonctionner ensemble. Et quand c'est fait effectivement avec positivité, avec humanisme, je trouve que c'est quand même très riche. Et en plus, ça fait plaisir à tout le monde. Parce que l'intérêt de ta radio, de la mienne, mais c'est de le partager. Et moi, quand j'écoute un journal radio ou un journal télé, mais si j'écoute le 8h de France Inter, par exemple, d'en parler, j'accède à la rencontre de ce journaliste ou de cette journaliste et de la personne en face. Et il me donne accès à cette rencontre. Les gens qui bouffent ensemble, entre gens qui ne se connaissent pas, ils ne nous racontent pas ensuite. Mais s'il y a un journaliste qui est là ce soir-là, on en profite tous et tout le monde a accès à cette richesse. Et donc pour le meilleur comme pour le pire, parce que c'est aussi pour montrer des choses dramatiques parfois, je trouve je trouve qu'on est au cœur du journalisme, de ce partage-là. Et ça me fascine tout ça. Ça vient de me donner une idée d'émission là. Je me suis dit, on va s'inscrire sur l'appli, on va aller faire ça et on va interviewer les gens. Mais et tu vois, et là on passe de ce que tu me disais juste avant de le journalisme, c'est pas forcément ton attirance première par rapport à la radio. Et je t'assure que ça, finalement, c'est du reportage. Ouais, mais je trouve ça trop bien. Et il y a cette même idée de partage qu'on a en mettant de la musique, mais d'ailleurs sur les radios du service public, il y a de la musique. Je dis pas que tout ça c'est un tout, oui. mais ouais, ce serait génial. Mais moi, j'attends de regarder et d'écouter toi qui vas voir des inconnus qui se rencontrent. Je me le note dans un coin de la tête. Mais c'est la même chose quand je parlais de la chouette d'or tout à l'heure. C'est pareil. C'est des gens qui creusent des trous depuis 30 ans en espérant trouver un trésor, qui cherchent des nuits entières dans un bouquin. Soit ils le font de leur côté, soit ils le font avec moi à côté, et on se partage ça. Et c'est fou. Je trouve ça génial. Alors, nous allons passer aux questions improbables avec un grand Z. Si tu devais présenter le journal radio en utilisant uniquement des titres de chansons pour annoncer les nouvelles en ce moment, ça donnerait quoi? Alors, oula. Très technique. C'est compliqué. Alors, on va faire un truc. J'ai emmené... on fonctionne beaucoup avec des dépêches à la radio. Les dépêches, c'est des dépêches de l'agence Radio France, parce que maintenant on a une agence interne à Radio France, mais aussi beaucoup de l'AFP, l'agence France Presse, qui a une force de frappe énorme partout dans le monde, qui
compile l'information factuelle et la retransmet aux journalistes pour qu'ils la transmettent ensuite aux gens. Globalement, toutes les rédactions fonctionnent avec les dépêches AFP. On reçoit toutes les 3 heures un à la une de l'AFP, les grands titres de la journée. En prévoyant ce genre de mise en situation, je me suis imprimé le à la une de midi de ce 22 mars. Donc ça me permet d'avoir en gros les infos de ce midi. Et donc, parce qu'il me faut une base pour pouvoir trouver des chansons. Donc, à la une de ce 22 mars midi, il y a la manifestation contre le racisme en France, à l'appel de plusieurs associations, et une chanson par rapport à ça. Une chanson qu'on chantait à la chorale du lycée Grandmont. Parce qu'en plus c'est sympa en local, on peut donner des endroits que les gens connaissent. J'étais au lycée Grandmont, à la chorale du lycée qui a une petite notoriété locale, en tout cas moi que je trouve mythique, qui était dirigée par Madame Faes. Et elle nous a fait chanter, c'était même pas moi qui le chantais, c'était l'année après ma terminale, il y a une chanson qui s'appelle Citoyen de Flo. Et c'est une artiste engagée qui fait une chanson sur Faut pas lâcher contre l'extrême droite. Donc je vais dire cette musique qui n'est pas la plus connue, mais pour ses rassemblements contre le racisme. Olivier Faure dévoile une ébauche de programme pour le PS. L'international, c'est la lutte, mais version Olivier Faure, quoi, version PS. Moins drôle, l'armée israélienne qui frappe le sud du Liban, qui frappe aussi Gaza d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas de musique qui permet de mesurer l'horreur du drame. Et je m'y essaierai pas. Oui, non. Et puis, si, le pape. On va revoir le pape qui était très malade depuis plusieurs semaines et qui va, je crois, depuis l'hôpital, mais juste à nouveau faire une apparition. C'est le cas de le dire. Je sais pas, un chant de messe, un truc. Je sais pas, quoi comme chant de messe, un Alléluia. Et si d'ailleurs, tiens, ma grand-mère, elle aimerait bien, elle nous a demandé à son enterrement qu'il y a une chanson qui s'appelle Rêve d'un monde. J'ai fait le rêve d'un monde plus beau à faire ensemble, rêve d'un monde plus beau, monde nouveau. Je sais plus ce qu'elle est la fin, mais en tout cas, ça pourrait être un truc qui résume l'actualité en général. J'ai fait le rêve d'un monde plus beau à faire ensemble. On te propose de créer une nouvelle émission radio dédiée à un sujet complètement absurde. Quel serait le thème de cette émission et quel en serait le titre ? Alors, peut-être que ça je le ferai de mon côté. J'oblige pas Radio France à adhérer à ça. J'ai déjà eu une idée une fois. J'en avais parlé avec un copain de radio aussi, avec qui on a cette même passion de la radio, comme quoi on n'est vraiment pas les seuls à être passionnés par la radio depuis l'enfance. Et tant mieux, c'est trop bien. Et j'espère qu'il y a encore des gamins qui écoutent la radio, qui font de la radio dans leur chambre. J'en ai pas mal sur les réseaux, notamment sur Discord. Là, on a un groupe avec plein de gamins qui font de la radio. Et franchement, c'est super. Génial. On se suit tous, c'est ça. C'est trop bien. Et partout en France ? Partout en France, ouais. Ils montent des radios ? Alors, il y a beaucoup de radios, de web radios qui en recrutent. Donc, moi, j'ai fait Funado, j'ai fait Redding Radio. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, on a formé un groupe. C'est génial. Des radios associatives aussi. Radio Campus. Radio Campus, le réseau Radio Campus est super pour ça, pour donner la chance à plein de gens. La plus jeune, elle a 8 ans, je crois. C'est génial. C'est incroyable. Et je pense que le plus vieux doit être assez âgé. À Lille, ça doit être l'une des premières antennes de Radio Campus à Lille, où j'ai... Ma première matinale radio, c'est à Radio Campus Lille, parce que quand je faisais mes études de journalisme en L1 ou en L2, avec la préparation de journalisme, on faisait des matinales Radio Campus. Et moi, je me souviens, j'avais presque pleuré le premier matin où je me suis réveillé à 5h du mat en me disant, je vais aller faire de la radio, je vais aller réveiller des gens
Bon, mais même s'ils étaient 2 à écouter Radio Campus ce matin-là et que c'était mon père et ma mère, eh ben tant pis, j'étais trop heureux. Et Radio Campus vraiment donne sa chance à des gens comme ça, je trouve ça trop bien. Pour moi, c'est avec eux que j'ai commencé. J'ai découvert. Parce qu'ils Ouais. venaient faire une émission. Enfin, ils venaient dans mon collège. Collège Romain, c'est une émission Mais qui oui, s'appelle Radio mais Éphémère. incroyable. Mais oui. c'est ça mon premier souvenir radio. Moi aussi, j'ai commencé là. Incroyable. Et je sais pas si Monsieur Barrault est encore là. C'était mon prof de sport. Il est parti à la retraite. Et voilà, on l'embrasse parce que c'est lui qui gérait cette radio éphémère. Oui, c'est avec lui que j'ai fait ma première émission. Et moi j'étais tellement déçu. En 5e au collège Jules Romain, on avait les spécialités, là, je sais plus ce que c'était, mais il y avait les classes thèmes. Et je crois que c'était les 5A qui étaient la classe radio. Et moi j'étais pas en 5A, j'étais en classe. C'était sympa. Ah ben voilà, et c'est toujours les 5e A qui faisaient la radio. Ben, je suis dégoûté, moi j'étais tellement déçu. Je rêvais de faire ça. J'avais fait Moyen-Âge avec Madame Maison, qu'on embrasse aussi. C'était très sympa. Mais mon rêve radio éphémère, c'était trop bien. Et chaque année je le faisais, je me débrouillais en fait pour le faire. Avec les profs, et puis même avec la Maison des Jeunes de Saint-Avertin. Le mercredi après-midi, il y avait une tranche pour eux. Et on a fait des blind tests. En plus, c'est des trucs qu'on faisait entre copains. Parce que c'était avec tes copains de classe. Là, c'était avec les copains qui sont encore mes meilleurs amis. On a fait des trucs comme ça sur radio éphémère. C'est trop bien. Ouais, mais j'ai pas connu moi ça à la Maison des Jeunes parce que j'y vais. À la Bellerie maintenant ils ont déménagé, ils sont juste là. Ah bah voilà. Ils ont juste là. À l'époque c'était à la Bellerie. C'était qui les animateurs Il y avait Flo, incroyable. Flo, et après elle a fait. Elle était au Grand Champ, non Probablement. Mais c'est la même personne. Je pense. Mais très sympa, on a fait des super trucs aussi avec elle et avec Radio Éphémère. Enfin, c'était une époque où, avec mes meilleurs amis qui sont encore mes meilleurs amis actuels qui habitent à 2 pas de chez moi à Saint-Avertin, on était au conseil local des jeunes de la ville. Ça a été recréé, ça a été. Oui, c'est le conseil municipal. Voilà, ça a été arrêté, je crois, à un moment. Nous, on faisait le conseil local des jeunes. C'était géré par la MDJ, justement. Et oui, et c'est Pascal Taffé qui gère ça. Toujours. Et c'était Flo qui gérait à l'époque. Et donc on était ensemble à faire ça au collège aussi, parce qu'il venait au collège pour nous le faire à Jules Romain. On se voyait en cours, à la sortie des cours, à la MDJ, et avec ce genre de trucs de radio, on a fait des blind tests, des trucs, on s'est amusé. Il y avait des trucs un peu sérieux quand on faisait des présentations, des retours de trucs qu'on faisait en cours, et il y avait vraiment des trucs trop marrants. C'est trop bien de faire ça. Et bien moi je trouve ça génial qu'il y ait ces idées-là. C'est devenu une interview très personnelle là. Mais c'est génial. Ce qui est trop bien, moi quand Stéphane Titeka, que j'embrasse aussi, m'a nommé pour venir ici, je me suis dit ce qui est génial, c'est que c'est partager un moment avec un passionné de radio comme moi et un Saint-Avertinois comme moi. Donc en fait on a des références forcément quand même très très communes à la base sur beaucoup de choses, donc c'est génial. Et longue vie donc à ta radio et à toutes les autres en France et aux radios associatives, et je sais pas si c'est encore créé, enfin si c'est encore fait chaque année Radio Éphémère à Jules Romain. J'avoue que je sais pas, mais je crois qu'ils ont pas arrêté, ils continuent il me semble. C'est trop bien. Faudra que je regarde. J'allais dire peut-être que il y aurait des possibilités de faire des choses ensemble avec ta radio et Radio Éphémère. Jules Romain. Mais en plus avec ta le rêve. Ce serait incroyable. Mais je pense que si un jour je fais un burn-out ou un truc comme ça, je ferai ça. J'irai ton Franchement, je pense que ça se négocie. Et d'ailleurs, et ça permet de faire une parenthèse tout petit peu plus sérieuse sur l'éducation aux médias, parce qu'on en parlait. En fait, c'est dommage que je ne l'ai pas dit dans qu'est-ce qu'il faut dire à des gens qui veulent devenir journalistes, comment est-ce qu'on réconcilie les gens avec le journalisme, l'éducation aux médias et à l'information. Dès l'école, dès le collège, et donc dans le cadre scolaire, avec la radio éphémère, avec des journaux, avec la semaine de la presse, avec des interventions. Il y a des journalistes qui vont faire de l'éducation aux médias et à l'information. Il y a même une entité française, un comité qui va faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est aussi par ça qu'on sauvera le bon journalisme. Et donc, et jusqu'à ensuite avec des médiathèques, avec des endroits, toucher les gens, même les adultes, avec de l'éducation aux médias et à l'information, c'est important. Et en fait, si on est passionné de radio, et moi de journalisme,
et je te le souhaite aussi, c'est aussi parce qu'on nous a fait cette éducation aux médias et à l'information par la radio éphémère. Aussi, en fait. On les a fait découvrir, ouais. Et c'est trop bien. Donc du coup, pour revenir au Alors oui, une idée. Donc, et qu'on fera peut-être sur Radio FMR un jour. Je m'étais dit, le prime time de la radio, c'est la matinale. C'est l'équivalent de la première partie de soirée en télé. C'est là où les gens écoutent. C'est là où les gens écoutent massivement d'ailleurs, et tant mieux qu'ils écoutent la radio. Écoutez la radio. Donc, la matinale, c'est le carrefour d'information et le carrefour de la radio. Je me disais, on réveille les gens le matin. Pourquoi pas faire... Parce que moi, j'ai pensé à ça, je pense un jour où je m'étais couché très tard. Peut-être en revenant d'une fête ou un truc comme ça. Il faudrait faire une émission de radio qui s'appelle Bonne Nuit pour les gens qui se couchent tard. Genre les gens qui rentrent de soirée plus ou moins ivres à 5h du mat, pour les routiers qui sont encore debout, pour les gens qui sont en horaire décalé, etc. Et donc on ferait un 5-7 qui accompagne les gens qui vont se coucher. Sauf qu'on ferait un truc donc se coucher tard, on fait des appels de gens bourrés, on envoie des taxis. Par exemple, c'est des gens qui sont trop ivres, on leur envoie des taxis, on s'assure que tout le monde rentre bien chez soi, on donne des trucs de prévention pour pas boire trop, sur les VSS, pour protéger tout le monde quand ils rentrent de soirée, pour accompagner les gens qui bossent en décalé et tout. Et on ferait un truc tellement sympa que ce serait aussi plaisant pour ceux qui se réveillent. Et que ça doit être trop marrant de se réveiller le matin et que ton petit-déj et ta douche du matin, tu te brosses les dents en étant accompagné par les gens qui vont se coucher. Je trouve ça trop drôle. Il y aurait quand même de l'information, des trucs. Et voilà, j'avais branché donc l'ami en question, je me disais, mais il faut un jour qu'on monte ça. Une émission qui s'appelle Bonne Nuit entre 5h et 7h du mat pour accompagner les gens. Pareil, tout droit réservé. Sur cette idée, si je la vois plus tard ailleurs, je dirais que la première fois qu'on l'a entendue, c'est ici. Et encore une fois, je rigole parce que toutes les bonnes idées, si tant est qu'elles soient bonnes, sont à tout le monde. Si un alien débarquait et voulait comprendre ce que c'était la radio, tu lui dirais quoi? Moi, je dirais viens voir. Je dirais ou d'aller voir tout seul, d'aller faire comme moi un mercredi après-midi à l'accueil de Radio France. On embrasse Catherine Vigui, elle s'appelle. Elle fait l'horoscope sur ici, ex-France Bleu, cette dame, qui est aussi à l'accueil de Radio France. Ah, ok. Et qui m'a ouvert les portes. Non, mais je pense que je lui raconterai ce qu'on s'est dit là. Je lui dirais, si t'es venu, si l'extraterrestre il est venu, c'est qu'il est curieux quand même. Il s'est dit qu'est-ce qui se passe à côté. Et je lui ai dit, bah ici on est pareil. On a tous envie de savoir ce qui se passe à côté. Et si je te réponds, c'est qu'on est beaucoup à être OK pour en discuter. Et ben, on a créé un truc qui permet que ça se soit diffusé à tout le monde. Ça s'appelle la radio. Et écoute, sur le service public. Après, je passe le bonjour et je respecte tous mes confrères d'autres radios qui font un travail très respectable et parfois, même dans des chaînes ou dans des groupes d'actionnariat qui peuvent être discutés sur leur façon d'être ou de faire, les journalistes à l'intérieur des rédactions, parce qu'ils sont formés dans des écoles reconnues par la profession en France, qu'ils ont des cartes de presse. Enfin, en France, on a quand même très très bien protégé le travail, le métier de journaliste pour que ce soit fiable et bien. Et donc, même si je milite pour le service public, j'ai un profond respect pour le travail de tous mes confrères dans n'importe quel média, qu'il soit privé ou public, parce que je sais aussi leur fiabilité, leur façon de travailler qui est fiable et parfois dans des conditions en plus pas au beau fixe ou qui risquent de se dégrader. Donc je les respecte aussi infiniment. Si tu devais animer une émission en direct depuis un lieu insolite, comme le sommet de la Tour Eiffel ou au milieu du lac en pédalo... Attends, je la refais parce que j'ai tellement... Si tu devais animer une émission en direct depuis un lieu insolite comme le sommet de la Tour Eiffel ou au milieu d'un lac en pédalo,
lequel choisirais-tu et pourquoi? Et les deux me plairaient bien. Peut-être même plus le pédalo, en vrai. Et pourquoi pas? En pédalo sur la Seine, Bah, en dessous de la Tour non, Eiffel. bah ouais, bah là on comble tout. Ah Non bah mais oui. sans blague, ah si, ça m'est arrivé de le faire une fois en école de journalisme en master 2 avec le groupe radio. On est allé faire une semaine de délocalisation du groupe radio à Gérardmer dans les Vosges et on avait fait une émission spéciale au bord du lac de Gérardmer, donc en extérieur, sous une petite tonnelle, sur la montagne face au dérèglement climatique. Et donc on avait monté l'émission par saison, hiver, printemps, été, automne. Comment est-ce que la montagne allait changer à cause du dérèglement climatique? Et donc on avait fait cette émission en public. Alors, il y avait personne mais en extérieur avec des invités et tout. C'était marquant et j'avais adoré justement le faire dans un lieu insolite, comme ça au bord d'un lac, au pied des montagnes pour parler de ça. Euh, je pense que ce serait sur un voilier. Par exemple, j'aime bien. Enfin, je m'intéresse beaucoup aux enjeux du dérèglement climatique. Je pense il y a un vrai enjeu d'information là-dessus aussi. Et dans ma vie personnelle, j'ai modifié beaucoup de choses de mon quotidien pour être en accord avec mes valeurs, notamment le fait de ne plus prendre l'avion, ou vraiment moins possible, et donc repenser les moyens de transport. Quand je vais au Portugal où habite la famille de ma copine, c'est en bus. Et pour moi, et ce serait encore mieux en train, et pour moi, le Portugal, c'est à 12 heures voire 18 heures. Dans ma conception des choses, voilà, j'ai repensé les temps de trajet. Le Japon, moi, aller au Japon, c'est 5 mois s'il faut y aller en train depuis. Bref. Donc, s'il faut aller aux États-Unis, c'est en bateau à voile. Et ben pourquoi pas faire une émission sur un bateau à voile qui fait une transatlantique ou un truc comme ça. Bon, il y a des enjeux de bilan carbone même dans la voile, mais j'aimerais bien faire une émission sur un voilier en plein milieu de l'Atlantique pour montrer que c'est possible de repenser les moyens de transport sans carbone et pour parler de plein d'enjeux, même des océans, de pollution des océans, de réchauffement des océans, de pêche, de plein de choses. Je pense que ça me plairait bien. Un bug technique incroyable vient de frapper Radio France. Oh, Toutes les voix des journalistes ont été échangées. Toi, tu te retrouves avec la voix d'un enfant de 6 ans hyper surexcité. Tu dois continuer à présenter le journal comme si de rien n'était. Quelle est l'actu que tu choisis pour ne pas perdre toute crédibilité avec la nouvelle voix? donc faut que je passe, c'est une actu d'enfant de 6 ans surexcité quoi. En plus là il est quoi? Il est 16h, donc j'espère que c'est en fin de journal quand même pour avoir informé les gens. Et 16h07, pile voilà, un journal de 7 minutes, ça fait partie des timings qui sont bons. 16h07, fin de journal, c'est l'heure du goûter, il n'y a plus de choc à pic, voilà, info importante quand même. Voilà, je pense que c'est un peu le référentiel d'enfant de 6 ans à 16h07. Oui. Un samedi, prendre le goûter. Manger des chocs à pic. Eh ben parfait. Donc, on va passer aux missions improbables. On avait les questions improbables, mais là maintenant c'est les missions improbables. On passe à l'action. On a Sachant que j'ai déjà un peu donné, mais oui. On a 2 missions. Il faut en choisir une des deux, ou même les deux si tu es fou. La première, c'est le journal en bruitage humain. En gros, tu dois présenter un flash info complet, mais sans aucun son ambiant ni jingle. Tous les bruitages, tu dois les faire avec ta bouche. Donc ça, c'était la première mission. Et du coup, l'objectif de la première mission, c'est garder ton sérieux tout le long. Hein. Faut pas rigoler, faut garder le sérieux. Et la deuxième, c'est le reportage infiltré. Tu dois faire semblant d'infiltrer un monde totalement improbable. Par exemple, une secte de fans de Sudoku. Ça doit exister s'il y a des fans de la Chouette d'Or, à mon avis. Ou un gang de mamies qui trafique des recettes interdites de lasagne. Le défi, raconter ton immersion à l'hôtel comme si c'était du sérieux. Quelle mission choisirais-tu? Déjà, est-ce que tu en acceptes une? Oui, bien sûr, je joue le jeu. On va faire les deux. Je vais faire un jingle dans ma voix et lancer un reportage avec
Quoi, avec c'est quoi, des mamies Une mamie qui trafique des recettes interdites de lasagne. C'est pas mal, enfin ça. Alors, mais il faudrait que je vais écrire une trame rapidos. De toute façon, on peut passer une musique, hein, il y a le temps. Ah ben voilà, et ben à tout de suite. Et ben on se retrouve juste après la musique. Ben voilà, Nicolas, on t'a laissé le temps d'une chanson pour rédiger ta petite histoire. Je te laisse nous la partager. Donc, tu peux reprendre? Tu devais faire semblant d'infiltrer un monde totalement improbable et donc tu es parti sur le gang de mamies qui trafique des recettes de lasagne. Et j'y ajoute le fait que tu me proposais de faire un jingle Un dans jingle ma à voix. la voix, ouais. Ça passe sur les jingles. Donc voilà, on va se dire, je sais pas, le jingle de France Info, ça fait un truc genre. Tadadam, tan, tan, tadadam, tan, 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 tadam. J'ai pas écrit de lancement, mais un truc genre, direction la Bretagne avec un gang de grand-mères qui veulent pas donner leur recette de lasagne. Ça sent bon dans la cuisine d'Henriette, 76 ans. Ding! Elle sort du four un plat de lasagne, le gratin crépite, mais ne lui demandez pas la recette. C'est secret, je la tiens de ma mère, qui la tient de sa mère. Certaines ont pourtant la chance de cuisiner elles aussi les lasagnes secrètes. Avec 3 amies, elles ont monté un groupe. C'est très fermé, tout le monde ne peut pas rentrer, lance Josette, longs cheveux blancs et tablier à carreaux. Plusieurs ont tout de même essayé de percer les secrets de ces fameuses lasagnes, impossible, mais les grands-mères ont prévu d'ouvrir un restaurant pour partager leur cuisine à défaut des recettes. Super. On peut l'applaudir, oui. Bah écoute, ça me permet juste d'expliquer comment on monte un reportage, mais je pense que tout le monde sait, oui, mais oui. que voilà, entre choses qu'on explique dans la voix et interview. Bah du coup déjà Nicolas, merci d'avoir fait le chemin de Paris-Saint-Avertin juste pour nous. Et oui, hein. bah, ça me fait plaisir de retourner à Saint-Avertin, ça me fait toujours plaisir de revenir chez mes parents. Revenir aux sources, ouais. Et dans cette ville. Ça me fait plaisir d'être venu faire cette interview. Longue vie à ta radio. Bah merci. Et pour finir, du coup, à quel Saint-Avertinois passes-tu le relais? Alors, c'est Stéphane Titeka qui m'a passé le relais et qui l'a fait un peu au fil de l'interview parce que vous parliez de radio et parce qu'il me connaissait, parce que j'ai été son élève et donc il m'a passé le flambeau. Je vais passer le flambeau à la personne qu'il aurait nommée s'il n'avait pas pensé à moi, qui est une artiste saint-avertinoise que lui connaît mieux que moi, qui ne me connaît pas d'ailleurs, qui s'appelle Sonia Fernandez Velasco. Et donc, je te souhaite de la rencontrer et de pouvoir continuer cette chaîne d'interviews. Et oui, qui est donc une artiste de Caravan Palace. Exactement, la chanteuse de Caravan Palace. Eh bien, merci beaucoup, encore une fois. Et puis, Avec grand plaisir. c'est qui la meilleure des radios? C'est ta radio. Normal. Et le service public. Ouais. Et c'est ta radio. Et normal, c'est la tienne.